Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vois que vous êtes nombreux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du Pacte. Donc, nous vous proposons cet après-midi une webconférence un peu particulière puisque nous allons commencer par une heure d'échange donc sur la thématique de la formation entre pairs avec un petit focus sur le co-développement. Et la deuxième heure, en fait, sera une sorte d'atelier où on pourra tester, expérimenter un peu plus concrètement ce qu'est la formation entre pairs. Alors, pour rappel, ces rendez-vous du pacte sont à l'initiative de la région Bretagne, donc dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences, pour vous éclairer sur les enjeux et sur les initiatives pour la formation de demain. Je suis Thomas Robert, chargé d'animation au Grève Bretagne, et j'ai le plaisir de vous présenter nos trois intervenants pour cet après-midi. Donc, tout d'abord, Anne Dalland, qui est coach et facilitatrice en co-développement professionnel. Vous avez accompagné de nombreuses entreprises avec cette méthode. Bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Également présent avec nous, Denis Christol. Donc, vous êtes chercheur associé à Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes spécialiste des communautés d'apprentissage et de la pédagogie. Bonjour Denis. Bonjour, ravi d'être avec vous, avec Claude, Anne et Sylvie. C'est super. Également avec nous, Claude Champagne, donc co-concepteur de la méthode du co-développement. Vous êtes aujourd'hui consultant en apprentissage et en pratique de collaboration. Bonjour Claude. Bonjour, bon matin de mon côté. Et oui, merci beaucoup. Alors, il faut savoir que Claude nous vient du Québec et que chez lui, il est un petit peu tôt. Avec vous sur le chat, Sylvie Rochard, donc, qui est coordinatrice des actions de professionnalisation au Grève Bretagne. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Un autre petit exercice qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une prise de notes collaborative. Donc en fait, l'idée, alors c'est un petit peu expérientiel, ce qu'on va essayer, c'est de vous partager un document et un certain nombre d'entre vous, donc il va falloir un petit peu vous débrouiller pour qu'un groupe parmi vous résume les 4-5 idées que va développer Denis Christol lors de cette conférence. Alors le but, c'est pas que ce soit parfait, on analysera ça à la fin de la conférence et on pourra en tirer des conclusions. C'est un essai. Bon, très bien, on va pouvoir commencer directement avec nos intervenants. Denis, le but de cette conférence est de comprendre un petit peu comment il est possible d'apprendre ensemble dans un milieu professionnel. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet, nous dire ce qu'est la pédagogie, donc la formation par les pairs, et les avantages qu'a cette méthode? Alors, d'abord, j'adore votre exercice là d'écriture où on va faire pour de vrai un apprentissage entre pairs, c'est-à-dire essayer que les 153 participants, il ne faut pas que ce soit quelques-uns, il faut que ce soit tout le monde, puissent aller dans le document et puissent faire preuve d'intelligence collective et écrire simultanément à 150. C'est pas du Guinness Book, mais c'est pour ça, on va essayer. Voilà. Alors, bon, voilà, la première chose, je dirais, à prendre ensemble, c'est le plaisir de le faire. Ce n'est pas apprendre côte à côte, les uns à côté des autres, mais c'est apprendre les uns des autres. Ça, c'est la première chose que je dirais, c'est apprendre les uns des autres. Et moi, j'aime bien parler de, je ne sais pas si vous connaissez l'Ubuntu, qui est la doctrine sociale sud-africaine, qui veut qu'on ne peut être heureux si les autres ne le sont pas autour de soi. Et je dirais qu'apprendre ensemble, c'est pareil. C'est j'apprends mieux quand d'autres apprennent autour de moi. Donc, il y a quelque chose de cette nature qui est une forme d'énergie où le désir d'apprendre ensemble y croit. Moi, ce que j'appelle ça l'apprenance collective, c'est le désir d'apprendre ensemble. Et c'est encore plus fort, j'irais même jusqu'à dire, quand on apprend à apprendre ensemble. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la finalité de ce qu'on peut y dire, c'est créer du plaisir, créer de l'envie, et puis ça va au-delà de 1 + 1 = 3, si vous voulez, qu'on a souvent lorsqu'on parle de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là, on génère des effets qualitatifs en profondeur. Voilà un premier niveau de réponse que je donnerais. Après, il y a plein de façons d'apprendre ensemble.
Je distinguerais d'une part des méthodes plutôt formelles et puis des méthodes plutôt informelles. Les méthodes formelles, ça peut être par exemple le mentorat ou voire du mentorat renversé où l'un apprend à l'autre et l'autre apprend de son mentor. Mais quand on est mentor, on apprend aussi à devenir mentor grâce à son mentoré. Et puis, il y a beaucoup d'approches qui tournent autour des communautés d'intérêt. Donc, vous connaissez peut-être les travaux de Lave et Wenger qui ont développé des communautés d'intérêt. Lorsqu'on parle également, je vais essayer de parler plus proche. Est-ce que c'est mieux? J'espère que c'est mieux. Lorsqu'on parle également de communautés d'apprentissage, c'est un terme assez large. On va parler du co-développement, donc je ne développerai pas cela, mais toutes les formes d'apprentissage en équipe, on a dû faire face pendant la période Covid à des apprentissages en équipe. Ça, c'était de façon très informelle. On voit également apparaître des cercles d'apprentissage. Donc, les cercles d'apprentissage, c'est des pratiques qui sont anciennes. On peut faire remonter cela au peuple dit amérindien. Alors, eux, ils ne s'appellent pas comme ça. Nous, on les appelle peuple amérindien, mais qui avaient déjà ces pratiques et on est capable de tracer par un cercle qui s'est développé en Amérique du Nord. Je crois que c'était dans le comté du lac de Chocotawah. Et ce cercle-là est passé et a donné un modèle au cercle des alcooliques anonymes. Et ce cercle des alcooliques anonymes a aussi essaimé dans d'autres pratiques. Et on va les trouver dans des pratiques un petit peu partout en Europe et puis en Amérique du Nord, bien sûr. Donc, ces formes d'apprentissage et de communautés existent depuis longtemps. On parle aussi des communautés épistémiques. Ça, c'est des communautés de chercheurs, des communautés qui se bâtissent autour de concepts. Par exemple, quand Diderot et d'Alembert créent un dictionnaire, ils forment une communauté et en même temps qu'ils nomment le monde, ils inventent des façons de faire de la science. Donc, dans ces communautés d'apprentissage, il y a toujours une visée, je dirais, pragmatique et puis une visée un petit peu plus, avec une portée un peu plus philosophique. Donc, voilà, il existe une très, très grande variété de communautés. On peut aussi parler des communautés scolaires qui peuvent former des communautés d'apprentissage, incluant les parents, le corps professoral, les élèves. Voilà, il y a toute cette variété qui se met en place. En France, on utilise aussi, il y avait aussi des pratiques dites d'entraînement mental qu'on va trouver dans l'éducation populaire. Dans l'association dans laquelle je travaille à l'Association pour le progrès du management, on a des clubs. Donc, ce sont des apprentissages entre pairs au sein de clubs qui permettent, ce sont des dirigeants dans le contexte, et ces dirigeants sont souvent seuls dans leur entreprise, ils ont peu de personnes avec qui échanger, et ils se retrouvent au sein d'un même club et ils échangent sur leurs problématiques de dirigeants. Donc, il y a une grande variété de formes de pédagogie. Je dirais que ça commence à deux. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, ça m'amène tout naturellement à ma deuxième question qui est est-ce qu'on peut apprendre ensemble, quels que soient les publics ou les secteurs d'activité, ou est-ce qu'il y a un milieu propice? Alors, on peut apprendre ensemble dans de nombreux milieux. Ensuite, il y a des circonstances ou des situations où c'est plus ou moins facile de cet apprentissage en mutualité. Certains gestes de chirurgien, je ne suis pas sûr que deux apprentis s'apprennent beaucoup de choses, donc il vaut mieux qu'il y ait quand même dans les pairs quelques-uns d'expérimentés. Sinon, les opérations à cœur ouvert, on ne peut pas innover et être trop explorateur. Mais dans de nombreuses situations, l'apprentissage entre pairs peuvent nous permettre de développer des savoirs et surtout un sentiment d'efficacité collectif. Ça, c'est ce qui est caractéristique, c'est que lorsque vous apprenez seul, vous êtes dans la relation maître-élève. Lorsque vous apprenez ensemble, eh bien, vous développez ce sentiment d'efficacité collectif qui est une force pour le groupe pour aller plus loin. Certaines pédagogies, je pense à des pédagogies que j'ai vues au Québec. Alors, à chaque fois qu'il y a des Québécois, je le dis, j'aime les Québécois. Claude, je te le redis si je ne te l'ai pas dit 10 fois, j'aime les Québécois. Thérèse Laferrière travaille sur quelque chose qu'elle appelle knowledge building. Peut-être qu'il y a un mot français parce qu'elle n'utilise peut-être pas directement ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai découvert,
où on part d'une question et le groupe va construire son savoir autour de la question et va prendre du temps à élaborer une question puissante à partir duquel élaborer du savoir. Et c'est à partir de cette question qu'il y a une stimulation continue qui opère, des partages de rôles et des apprentissages qui se nouent. D'accord. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra. Alors très concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un exemple tiré de votre expérience personnelle sur ce type d'apprentissage? Alors, je vais laisser Anne et Claude développer le co-développement professionnel, qui est très cher à mon cœur. Et donc, ne voyez pas une offense, Claude et Anne, à ne pas en parler, mais vous aurez du temps. Donc, moi, j'aime bien une pratique là, que j'ai vécue récemment, qu'on appelle constellation systémique d'organisation, qui est une approche où on apprend ensemble sans parole, pour ainsi dire. C'est simplement le jeu des corps, positionnés les uns par rapport aux autres, représentant des éléments d'une situation qui permettent d'appréhender la complexité. Donc le fait que l'un incarne les valeurs de l'entreprise, un deuxième les clients, un troisième la finance, un quatrième le produit, et se déplaçant les uns par rapport aux autres, il donne à voir un diagnostic de la situation. Et donc, on pousse au maximum la communication non verbale par rapport à ce type de pratique. Et puis, on va essayer de comprendre collectivement que signifie le fait que le client soit à côté des valeurs ou que le budget soit à côté des services et des produits. Et on va exprimer un certain nombre d'éléments sur un diagnostic systémique de la situation. Et puis, on va essayer de comprendre cela et d'élaborer des actions qui vont permettre bien d'agir, de progresser et d'apporter un regard neuf sur une situation. Donc là, on utilise beaucoup le corps. Ça, c'est une approche constellation systémique d'organisation. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça, c'est que c'est une méthode qui part par l'émotion, par le corps, par l'intuition. Il y a beaucoup de choses invisibles. Et quand on s'est préparé en équipe à animer ça, il y avait de la peur parce que ce n'est pas toujours facile d'évoquer ce type de questions à des dirigeants. On était pétrifiés de peur. Mais le fait d'apprendre à se dépasser collectivement, le jour J, j'avais l'impression qu'on était dans un film hollywoodien. Vous savez, vous avez tous les héros qui sont rassemblés, puis on donne les dernières consignes, et puis d'un coup, tout le monde se lève et va faire le job. Et c'est juste extraordinaire de ressentir cette expérience où on sait qu'on ne sait pas, mais qu'on est en train d'apprendre et qu'on va y arriver. Et ça, c'est ce qu'on obtient souvent lorsqu'on apprend à apprendre ensemble, pour le coup. Ce que je souhaite à tout le monde de vivre ce type de moment. Merci beaucoup. Alors, la pédagogie, c'est apprendre des autres et avec les autres, vous l'avez dit. Du coup, une question essentielle, que devient le formateur dans cette histoire-là? Alors, encore une fois, moi, je remercie encore les Québécois. Je dois tout aux Québécois en pédagogie. Je leur dois beaucoup. J'ai fait un voyage une fois au Cameroun et je devais former des DRH à la maîtrise d'ouvrage. Et le jour où j'arrive, je trouve dans la salle des DRH et des maçons qui venaient apprendre la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, j'étais bien embêté. Et il y avait là un Québécois qui me dit, tu devrais faire de la facilitation. Alors, tu m'excuses, Claude, c'était peut-être pas exactement l'accent. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et il me dit, bah, tu vas accompagner le groupe, tu ne vas pas leur donner des savoirs, tu vas accompagner le groupe qui a beaucoup de ressources en lui-même. Et du coup, je suis allé explorer cette notion de facilitation, notamment au Québec. Et c'est une pratique où le formateur, il est plutôt à se poser des questions sur le sens et le processus et laisser le contenu être habité par les participants eux-mêmes. C'est à eux de nourrir le contenu. Lui, il n'est responsable de rien, si ce n'est de fluidifier l'énergie. Alors, certains disent que la facilitation, c'est d'être fort sur le processus. Moi, je dirais que ce n'est même pas d'être fort sur le processus, c'est d'être à côté du groupe et de l'accompagner, de l'aider en gardant le sens. C'est ça qui me semble le plus important. Et actuellement, pour moi, le sens le plus fort, c'est l'état de notre planète, c'est l'état de notre environnement, c'est l'état sociétal. C'est-à-dire, je viens dans un groupe avec une intention, sans exprimer cette intention, et je laisse le groupe exprimer le meilleur. Donc,
c'est un peu abstrait ce que je vous raconte, mais j'évite d'avoir une intention sur autrui en facilitation. Je ménage des temps de silence et de dialogue entre les participants et je laisse les émergences prendre. Je suscite et j'encourage les leaderships à être pris et progressivement se trame ce que j'appellerais de l'autopoïèse. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est Francisco Varela, qui est la génération du groupe par lui-même. Et lorsque le groupe parvient à se générer par lui-même, à construire son leadership, ses règles de fonctionnement, avec la présence attentive, l'intention du facilitateur, il se crée un pouvoir de se motiver par soi-même et d'agir. Et comme le disait Saint-Exupéry, il ne faut pas donner aux autres les plans du bateau pour qu'ils traversent l'océan, il faut leur donner le désir de la mer. Donc je dirais que la facilitation, c'est plutôt essayer d'encourager le désir d'aller vers quelque chose plutôt que de donner les règles précises de comment faire. Alors, il y a Sandrine dans le chat qui nous dit « Cela me fait penser à la spirale de l'apprentissage ». Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui, il y a effectivement ce mouvement où on va se centrer sur les énergies, être très très sensible aux énergies. J'ai beaucoup travaillé en Qigong et en massage Tuina, qui sont des pratiques d'énergie plutôt chinoises. Et on se figure le groupe comme ayant des énergies qui circulent à travers, des énergies de réchauffement et de refroidissement. Et le facilitateur accompagne ce mouvement-là et il garde le maximum d'énergie dans le groupe. En débutant ma carrière, j'étais content quand j'avais des notes de satisfaction élevées dans vous savez, les feuilles d'évaluation. Maintenant, je suis content quand il y a une belle énergie à la fin. C'est ça qui me permet de dire qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'énergie qui est là. Est-ce qu'il y en a plus à la fin qu'au début? Merci, Denis. Je vais passer à vous, Claude. Une des méthodes donc, très connues de formation entre pairs, c'est le co-développement. Donc, vous êtes un des précurseurs de cette méthode d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez nous l'introduire, nous expliquer un petit peu ce que c'est que le co-développement? Avec plaisir. Et pour faire plaisir à Denis, je vais conserver l'accent québécois. C'est une méthode qui a en effet vu le jour au Québec dans le début des années 90, je dirais, et une méthode qui était inspirée à la fois de l'action learning, pour ceux qui connaissent, la pédagogie centrée sur les personnes, de l'andragogie, et aussi d'une forme de conseil sous la forme d'accompagnement, comme l'évoquait Denis, en termes d'animation de groupe, sans qu'on ait besoin au Québec de faire la distinction nécessairement entre animation et accompagnement, et aussi inspiré de la praxéologie ou de méthodes d'analyse de pratique, finalement. Et bon, je vous lis ça formellement. C'est quoi le co-développement? C'est une méthode et une approche pour activer l'apprenance de personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres en s'entraidant dans une démarche réflexive sur l'action et menant à l'action. Dans un cadre structurant et sécurisant, c'est-à-dire l'espace co-développement, l'apprenance individuelle et collective est amorcée dans un processus organisé, structuré autour d'une démarche d'enquête et de consultation à partir de sujets actuels qui habitent les participants dans leur pratique ou dans leur activité. Bon, dit autrement, là, pour imaginez un groupe de 4 à 8 personnes qui se rencontrent régulièrement et qui, à chacune de ces rencontres, qui va durer peut-être entre 2 et 3 heures, les participants prennent des postures différentes. Il y a toujours un animateur qui est là pour faciliter le processus, mais les participants eux-mêmes vont prendre ou bien la posture de consultant ou de client. Le client étant celui qui apporte un sujet au groupe à partir de sa pratique, de son activité, des cailloux qu'il porte dans sa chaussure, de ses préoccupations, de ses défis. Et on travaille toujours à partir de l'action, donc à partir de ces cas très, très concrets. Donc, c'est bien sûr à la fois une méthode d'apprentissage en groupe, mais c'est aussi une méthode d'apprentissage centrée sur l'activité, sur l'action. Donc, on ne passe pas de la théorie à la pratique, on part de la pratique et peut-être pour en venir à dégager nos modèles d'action éventuellement, revoir nos stratégies pour composer avec les sujets que l'on rencontre dans notre métier ou dans notre pratique. Il y a un processus important dans le groupe de co-développement qui est une démarche en 6 étapes qu'on va avoir le temps de développer un peu plus tard. Donc, une démarche de consultation, d'enquête, en fait, qui se fait en groupe, mais essentiellement faite pour faciliter la démarche, la réflexion individuelle. Denis disait qu'il y a le dialogue à 2 personnes et à plusieurs personnes, mais on a aussi tous ces dialogues intérieurs que le groupe
toutes ces conversations que l'on a avec soi-même, qui sont une forme de pédagogie en solo, si on peut dire, mais le groupe de co-développement va vouloir aussi, en fait, activer et faciliter cette réflexion individuelle. Donc, à partir d'une démarche structurée, à partir de rôles, mais surtout en termes de prérequis d'un climat que l'on crée, d'un espace réflexif conjoint que l'on crée pour que les gens puissent échanger et partager ensemble en toute liberté, en toute authenticité et confiance. Et ça, c'est un élément important aussi de la démarche du groupe. Il n'y a pas que la méthode en étapes. On va vouloir travailler à partir de problèmes concrets, de préoccupations concrètes, mais ce n'est pas qu'exclusivement non plus un exercice de solution de problème. On va vouloir en groupe essayer de dégager des apprentissages plus importants que la simple solution de problème. Alors, je dirais la devise en co-développement, c'est apprendre ensemble et s'entraider, tout simplement, pour évoluer ensemble. C'est une démarche qui est beaucoup plus pragmatique que théorique et on va valoriser davantage l'explicitation que l'explication. Donc, rendre les choses explicites, les nommer, les théoriser peut-être, mais pas nécessairement. Delphine dans le chat nous demande comment peut-on distinguer la méthode d'analyse de pratique et la méthode de co-développement? Il y a beaucoup de ressemblances en fait entre les deux méthodes. En fait, à ce que je sache, il y a plusieurs méthodes d'analyse de pratique. À l'origine, il y a les groupes Balint qui étaient essentiellement psychanalytiques, qui regroupaient des médecins qui voulaient améliorer leur efficacité et en termes de transfert et contre-transfert dans la relation avec le patient. Donc, il y a une analyse un peu théorique, je dirais, à ce moment-là, qui se fait de la relation à partir de cas concrets, bien sûr. Il y a un modèle théorique qui est sous-jacent. Alors qu'en co-développement, il n'y a pas de modèle théorique particulier qui porte la pratique. Et il y a une posture en co-développement de centrer sur une personne à la fois. Dans certaines méthodes d'analyse de pratique, on parle aussi de l'exposant qui est un peu l'équivalent du client en co-développement. Une différence la plus importante que je verrais, c'est un peu plus centré sur l'action en co-développement, un peu plus centré sur la réflexion et la théorie en analyse de pratique, en général, si on peut généraliser. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Vous êtes extrêmement nombreux. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des questions. Donc, n'hésitez surtout pas, ne soyez pas timides. Nous y répondrons. Alors, comment peut-on mettre cela en place? Encore une fois, est-ce que tous les groupes professionnels peuvent pratiquer le co-développement? Et qu'en est-il pour les formateurs? Comment peuvent-ils s'approprier un petit peu cette méthode? Pour la mise en place, en fait, il faut réunir des gens qui ont une communauté d'intérêt. Un groupe de co-développement, c'est une forme de communauté de pratique. Donc, il faut trouver une forme de communauté d'intérêt. Ça peut être un métier, ça peut être une profession, ça peut être le management, ça peut être la direction d'entreprise, mais ça peut aussi être le rôle de parent, ça peut être l'activité de chercheur d'emploi, de personnes en transition professionnelle. Mais il y a une communauté ici à trouver pour constituer un groupe. Et un groupe de personnes qui vont être à l'aise avec cette idée d'apprendre les uns avec les autres. On ne peut pas imposer dans un groupe de co-développement, on ne peut pas forcer l'apprentissage et on préfère y aller avec des gens qui sont disposés à utiliser cette méthode. Ceux qui préfèrent suivre un cours théorique sur un sujet ou regarder des modèles pour ensuite les imiter, trouveront peut-être pas beaucoup de sources d'intérêt et de satisfaction a priori dans un groupe de co-développement. Donc, il y a comme quelque chose à mettre à considérer pour la mise en place du groupe autour de cette pratique et avec des gens qui sont intéressés à travailler avec cette modalité-là. Maintenant, pour ce qui est de la question sur le rôle de l'animateur ou du facilitateur ou sa formation, pour être encore plus précis, bon, il existe des programmes de formation menant une certification en co-développement, mais on peut très bien, si on a déjà une expertise en facilitation ou en conseil ou en andragogie ou en pédagogie, on peut l'apprendre avec des pairs aussi. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir une pratique le plus lucide possible et ça va probablement être bien consolidé en pratiquant soi-même dans un groupe de co-développement.
Donc, moi, c'est la principale recommandation que j'ai, c'est de se doter d'intervision lorsqu'on fait de l'animation en co-développement pour pouvoir avoir un regard des pairs aussi sur notre pratique. Merci beaucoup. Alban nous demande dans le chat, est-ce que le CODEV, c'est un label? Non. En fait, nous, Adrien Payette et moi, en fait, on aurait pu labelliser. Rappelez-nous qui est Adrien Payette. C'est la personne avec qui j'ai développé le co-développement. Et on a souvent parlé de l'approche Payette et Champagne. Ça aurait pu être labellisé, vraiment, ça aurait été fameux. Hein? Mais non, on s'est toujours refusé, malgré des demandes qu'on a eues à cet effet, à labelliser la méthode pour qu'elle soit la plus disponible et libre possible. Bon, il y a des gens qui se prétendent un peu porteurs d'une marque, mais soyez rassurés, il n'y a pas de marque venant de notre côté, à tout le moins, pour que ce soit une méthode pédagogique utilisable par le plus grand nombre. Très bien, merci beaucoup. Alors, même question que Denis tout à l'heure. Hein, est-ce que vous auriez dans votre expérience un exemple d'entreprise, de groupe de travail à qui le co-développement a profité pour améliorer leur pratique professionnelle? Ce n'est pas pour faire un hommage à Denis, mais je vais prendre l'exemple de l'APM, de l'Association pour le programme management, où Denis travaille, où en fait l'APM, l'APM, c'est un regroupement d'entrepreneurs, en fait, de dirigeants d'entreprises qui se regroupent en communauté de 20 à 25 personnes, un peu partout en France et ailleurs dans le monde. Il y a quoi? Il y a 400 clubs qui existent. Denis, tu me diras si je me trompe. Il y a à peu près 8000 participants à ces groupes, qui sont tous animés par un animateur de club. Et le modèle original était celui, en grande partie, fondé sur la recherche d'expertise. En plus du regroupement, c'était d'aller chercher de l'expertise spécialisée sur des domaines très, très variés pour susciter la réflexion et la progression des dirigeants. Et depuis quelques années, l'APM s'est dit qu'en plus d'aller chercher l'expertise, je dirais, verticale, il y avait intérêt à aller chercher l'expertise horizontale, c'est-à-dire l'expertise des pairs de ces groupes, où il y a une richesse fabuleuse. Alors maintenant, l'APM développe les animateurs pour qu'ils puissent implanter le développement dans chacun des clubs, à leur rythme, selon la culture de chaque club, l'intérêt des participants, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et d'intérêt, et même qui dépasse le simple co-développement autour de la pratique des participants pour s'intéresser maintenant à des enjeux comme la responsabilité sociale des organisations, la transition écologique et autres sujets similaires. Merci Claude. Anne, je rappelle, hein, vous êtes coach et facilitatrice en co-développement professionnel, et en tant que telle, comment vous situez-vous à l'intérieur de ces groupes de co-développement? Quel est votre rôle? Alors, déjà, je veux juste préciser que je suis coach et facilitatrice et qu'il n'y a pas d'obligation à avoir les deux cordes à son arc. Voilà, on peut très bien faire du co-développement sans être coach. Moi, j'apprécie beaucoup ma formation de coach que je peux des fois mettre au service du groupe, mais je vous expliquerai un peu comment. Donc ça, c'est un préalable. Alors, je réfléchissais à cette question. L'autre fois, en fait, j'ai 3 positions. Donc, c'est vous dire aussi la souplesse dont que j'ai à utiliser en tant que facilitatrice. Déjà, je suis dans le cercle. Un groupe de co-développement, c'est un groupe de 5 à 8, 10 personnes qui se met en cercle. Alors ça, ce sont des configurations ancestrales, mais c'est important parce que tout le monde peut se voir. Il n'y a pas de position physique de supériorité ou d'infériorité. Et puis, puisque, je vous en parlerai plus précisément, mais le client est vraiment l'objet de l'attention du groupe, ça permet que tous les rayons des regards soient dirigés vers le client du jour au moment de la séance. Donc déjà, je suis dans le cercle. Deuxième chose, et je vais reprendre un petit peu ce que disaient Denis et Claude, mais deuxième chose, je suis en position basse sur le contenu. C'est-à-dire que je n'ai pas d'expertise sur la connaissance, sur les choses qui vont s'échanger, sur les pratiques des professionnels. Je peux faciliter un groupe d'astronautes, je disais l'autre fois, ou de bonnes sœurs dans un couvent. Enfin, vous voyez, ou d'astrophysiciens et de directeurs d'établissements médico-sociaux. Donc, je n'ai pas besoin de connaître le sujet dont il va s'agir. Voilà, donc, je suis en position basse sur le contenu. Ce sont eux qui ont l'expertise de leur pratique et qui sont des sachants, mais ils sont aussi des non-sachants
et des apprenants. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas une sachante par rapport aux sujets qui vont être échangés. Et ma troisième position, c'est que je vais être en position haute sur le cadre. Hein. C'est ce que disaient Denis et Claude. Et dans un groupe de co-développement, le cadre, c'est le respect des règles, authenticité, confidentialité, non-jugement. Donc ça, ce sont des règles essentielles. Puis on en définit d'autres avec le groupe en place. C'est le respect des phases, hein, des 6 phases, des consignes, le respect du temps aussi, c'est très important dans le co-développement, et aussi du tempo, hein, parce que c'est ce que aussi disait Denis, il faut animer un petit peu avec de l'ambiance, il faut mettre, donc il y a du tempo à mettre. Je suis garante aussi de la circulation de la parole. Des fois, il faut inviter quelqu'un à rentrer dans la danse, puis des fois, il faut peut-être calmer l'ardeur de quelqu'un qui va beaucoup danser dans le groupe. Donc ça, c'est aussi le rôle, très concrètement, du facilitateur. Aussi, il y a un rôle, c'est que je peux intervenir, je vous parle vraiment de mon expérience, hein, assez passionnée de facilitatrice. On peut aussi poser une question ou simplement parce qu'il y a un champ qui n'aurait pas été exploré par le groupe. Donc, le facilitateur peut poser une question, c'est juste pour montrer une direction et pour que le groupe puisse modéliser, se dire « Ah oui, c'est vrai, on n'a pas abordé les ressentis du client. » Et Anne, elle pose une question là-dessus. Donc, je peux le faire à toute petite dose pour modéliser et pour donner encore du souffle, encore plus au groupe. Et puis, bien sûr, garant de la régulation, du partage des apprentissages à la fin, et puis de l'énergie. Je me disais aussi, c'est important de tenir le cap, et puis en même temps de ne pas rater. S'il y a une jolie petite plage où on peut tous aller se poser, il ne faut pas la rater, celle-là. Voilà, ça c'est mon rôle, les 3 points de ma posture de facilitatrice. Alors, du coup, Nathalie, dans le chat, nous demande si c'est obligatoirement en présentiel, le co-développement. Alors, ça a été un grand débat. En tout cas, dans ma pratique personnelle, on en avait parlé avec Claude, moi je fais beaucoup de co-développement en distanciel. Et même, on a créé un collectif qui s'appelle Esprit Codev, avec 4 autres praticiennes du co-développement, et qui sont plutôt basées dans le sud-ouest. Et donc, chacune, on peut amener des participants et on crée des groupes comme ça à distance et on facilite à distance. Donc, ça se fait, nous le faisons, et moi, je le fais aussi très régulièrement. Alors, des fois, je vais en présentiel faire la séance d'ouverture, la séance de clôture, et je vous expliquerai tout à l'heure comment ça se passe, mais, et ça marche. Finalement, c'est très intéressant aussi en distanciel. C'est autre chose, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et est-ce qu'il y a un nombre minimum de personnes pour faire du co-développement? C'est Marie qui nous demande ça dans le chat. Alors ça, j'allais en parler en quelques minutes à la fin, mais c'est un groupe on dit entre 5 et 10 personnes. Moi, j'ai du mal en dessous de 5, et puis 9, 10, je trouve que ça fait beaucoup, mais voilà, je pense, Claude, on est sur cette fourchette-là, 5, 10 personnes, oui. Et un âge minimum? Oui, c'est en dessous de 2 ans, oui, c'est recommandé. C'est pas recommandé en dessous de 2 ans. Non, je plaisante. Oui. Non, il n'y a pas d'âge, non. Ce qui va être important, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est la notion de pair, c'est qu'est-ce qu'on partage, quel est le dénominateur commun qui fait pair. Mais non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge minimum. Enfin, je crois que je dis ça. Non, peut-être qu'il y a un âge, minimum, mais à partir du moment où il y a une capacité de parole, moi, j'en ai jamais fait avec des enfants, par exemple. Mais Claude, tu as peut-être, toi... Il nous dit dans le chat qu'il y a des ados qui font du co-développement. Voilà, tout à fait. Oui, des ados, oui. Alors, que pensez-vous des séances courtes de codev, dit des flash codev? Je ne connaissais pas le terme. Je ne sais pas si vous pratiquez vous-même. Oui, enfin, ça arrive bien sûr d'en faire. En tout cas, moi, le co-développement dont je parle, c'est plutôt de mettre en place des cycles de co-développement. Et ça, je vous en dirai quelques mots. Mais le flash codev, ça permet, comme on l'a fait pour la deuxième heure d'atelier, ça permet de tester le co-développement, ça permet de résoudre une problématique entre 30 et 45 minutes. Ça peut être utilisé... Le co-développement, c'est à la fois cadré et strict et souple, je dirais. Donc, dans la durée, ça peut mais il faut garder les étapes et il faut garder les relations entre les étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui me vient, c'est quel profil de personnes font appel à vos services? Alors, et pourquoi?
Oui, dans les profils, Claude en a un petit peu parlé, donc il y a des profils métiers, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui veulent partager leur expertise métier et sortir un peu peut-être de l'isolement. Donc ça peut être un groupe de DRH, ça peut être un groupe de formateurs, un groupe de directeurs financiers, enfin voilà, ça peut être un groupe métier. Ça peut être aussi des groupes, on va dire, de postes. On disait les dirigeants, les managers, ou aussi en termes de statut. Par exemple, avec Esprit Codev, on a accompagné des groupes d'entrepreneurs. Voilà. Et puis, en entreprise, moi, j'interviens aussi pas mal en entreprise, ça peut être des équipes projets qui ont besoin d'un temps d'intégration. Ça peut être des équipes transversales, des équipes territoriales aussi. Et puis, moi, j'accompagne beaucoup de comités de direction qui ont besoin de partager, de sortir de leur culture de silo, où chacun a sa sectorisation, sa direction de service. Et donc, ça marche aussi très bien. Et moi, je suis souvent demandée sur des comités de direction, comités exécutifs, pour mettre du lien dans ces instances dirigeantes-là. Alors, j'ai une question aussi de… Oui, vous me disiez pourquoi, qu'est-ce qu'on me demande, pourquoi Quelles sont leurs motivations de passer par du co-développement? Alors, très rapidement, en entreprise, la première entrée, c'est cohésion d'équipe, intégration. Et souvent, je détourne une demande de team building où je fais une proposition de co-développement et je réponds à cette demande de cohésion et d'intégration. Accompagnement au changement aussi. Une structure qui est en train de se réorganiser, ou on peut mettre en place du co-développement, ça permet de libérer un peu la soupape, de libérer des émotions et de faire du partage de ce que chacun vit dans ces changements. C'est aussi beaucoup de sortir de la culture en silo. Ça, on me le demande souvent. Comment on peut créer de la transversalité? Et là, je trouve que le co-développement a sa pleine valeur. Et puis, de plus en plus, ce sont des demandes sur le prendre soin de nos équipes, prendre soin de nos collaborateurs. C'est-à-dire après le confinement, comment ils peuvent se retrouver ou quand il y a une intensité de travail. Et ça, c'est quelque chose, c'est peut-être aussi la qualité de vie au travail qui fait ça, mais on me le demande de plus en plus. Et sur les groupes métiers, c'est le partage de pratiques et d'expertise. Comment tu fais, dans quelle situation, et sortir de l'isolement, que ce soit l'isolement de la solitude du dirigeant ou l'isolement de l'entrepreneur. Voilà, c'est tous ces endroits-là. Et je peux être intarissable là-dessus, mais j'ai essayé de l'organiser. En tout cas, il y a tous ces endroits-là qui sont des endroits de demande et qui sont des demandes exprimées, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ça renvoie aux besoins qui sont des fois sous-jacents et qui se découvrent au fur et à mesure des séances. Merci beaucoup. Nathalie nous demande s'il est nécessaire de mettre en place des contacts en amont de la réunion de co-développement. Alors, j'allais en parler tout à l'heure dans la façon dont ça se met en place. En tout cas, oui, un groupe de co-développement, ça se construit. Donc, soit déjà, il faut présenter. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une séance d'ouverture et une séance de clôture. Et dans la séance d'ouverture, ça permet d'expliquer la méthode, ça permet de partager les valeurs, de fixer les dates, parce qu'on fixe les dates dans un cycle de co-développement. C'est des choses qui s'organisent à l'avance. Il y a un peu d'inclusion pour que chacun apprenne un peu à se connaître. Enfin, en tout cas, moi, je favorise un temps de rencontre avant de lancer les séances. Il y a autant de séances que de personnes dans le groupe, donc il peut y avoir un certain temps dans le temps. Christelle nous dit « Je confirme que la méthode est très appréciée dans le monde agricole. » Sûrement, oui. Merci. Alors, et eux, quel retour vous font-ils? Alors, les retours, là, c'est important. Je vais prendre 2 minutes là-dessus. Alors, j'entends retour par rapport à une formation peut-être dite plus traditionnelle. Oui. Alors, déjà, pour qu'on ait une jauge un peu de comparaison, un groupe de 8, moi, je fais des séances de 2h30, 3h. C'est une séance par mois, donc il y a 8 séances, plus l'ouverture et la clôture. Donc, ça fait sur 8 à 10 mois un volume d'heures de 24 à 30 heures. C'est juste pour que vous ayez une jauge par rapport à de la formation traditionnelle. Alors, ce qui revient, j'ai essayé de faire un compte-rendu clair, rapide. Déjà, c'est un rendez-vous régulier et programmé avec soi-même, prise de recul par rapport à sa pratique, et puis avec le groupe. Donc ça, par rapport à une formation traditionnelle, il y a ce rendez-vous régulier qui est important. Il y a le fait d'être actif et responsable dans son apprentissage et de contribuer à son propre apprentissage et à celui des autres. Ça revient beaucoup, c'est comme partage. Le fait que ça soit, comme le disait Claude, c'est pratique, concret, opérationnel,
orientée solution et mise en place d'un plan d'action. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est soutenu par le groupe. Donc, cet aspect-là revient par rapport à une formation traditionnelle. Il y a aussi l'acquisition, et ça, Denis le disait, c'est au-delà d'apprentissage concret, de pratique professionnelle, c'est l'acquisition de compétences relationnelles. On fait du feedback, on a des questions ouvertes, on s'écoute, il y a de l'émotion qui est partagée. Donc ça, c'est extrêmement important dans le co-développement. Il y a aussi la possibilité et la richesse d'exprimer la divergence. Le cadre, qui est très posé, permet de juxtaposer des avis divergents et ça crée une grande richesse et ça multiplie les solutions qui peuvent être aussi très opposées. Ça, c'est très important. Le temps est un acteur du co-développement. C'est le temps des séances, c'est le temps entre les séances où les gens, des fois, font un groupe WhatsApp, échangent des choses. Et c'est la durée aussi. Quand ça dure, je vous dis, quand vous avez un groupe pendant 10 mois, il se passe des choses. C'est vraiment un groupe d'appartenance, mais il y a de la vie qui vient se mettre dedans. Donc, le temps est important. Et puis, ce que les gens me disent aussi, c'est la pérennité des apprentissages. Ça crée une posture d'entraide. On n'est plus pareil quand on a fait du codev, c'est ce que les gens disent. Et puis même, ils vont l'appliquer ailleurs. Il y a une maman qui me disait qu'elle ne demandait plus à son fils s'il avait rangé sa chambre, mais elle lui disait « Où en es-tu de l'organisation de ta chambre ?» C'est-à-dire qu'elle l'interrogeait avec une question ouverte, qu'elle était allée piocher dans l'apprentissage du co-développement. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font faire un petit pas de côté par rapport à des apprentissages traditionnels, comme vous dites. Alors du coup, très concrètement, comment ça marche, le co-développement ? Alors, le co-développement, c'est un groupe de 5 à 10 personnes, un groupe de pairs volontaires, c'est un groupe récurrent, et il va y avoir autant de séances qu'il y a de personnes dans le groupe pour que chacun ait une place de client. Il y a 3 rôles. Le facilitateur, on en a parlé tous les 3 avec Denis et Claude, le client du jour, et les autres membres du groupe sont des consultants. On pose des règles, confidentialité, bienveillance, ça c'est extrêmement important, de poser les règles des choses. Ensuite, il y a 6 phases, avec une phase de lancement qui est le choix du client du jour. Tour de piste pour voir quelles sont les problématiques du jour sur la règle des 3 P, c'est-à-dire c'est un problème, quelque chose d'un peu urgent, une problématique ou une préoccupation ou un projet. Il faut qu'il y ait une gêne un petit peu dans la façon dont on veut mettre les choses en place ou dont on les vit, afin qu'on ait besoin véritablement de l'aide des autres. Donc, c'est la règle des 3 P. On fait le tour de piste des 3 P de chacun, et puis, collectivement, le groupe choisit le client du jour. Et ensuite, on déroule les 6 phases. Première phase, exposé du client du jour, qui expose sa problématique, situation, contexte, ressenti. Deuxième phase, clarification. Les consultants vont poser des questions pour aller documenter le sujet, faire comme une enquête, et ensuite l'explorer. Quel ressenti, quelle expérience autre. Donc ça, c'est la phase 2 de clarification. La phase 3, c'est la phase du contrat. C'est-à-dire que là, le client du jour va redire ce dont il a besoin sur le contenu et sur la forme. Quel type est-ce que c'est du partage d'expériences des autres, des lectures, voilà. Donc, il va redire en 2 phrases ce dont il a besoin, il va poser son contrat. La phase 4, je vais assez vite, c'est la phase de consultation. Et là, les consultants vont nourrir le client avec des propositions, et avec une petite phrase clé qui est « moi, si j'étais toi ». Et ils vont faire ce que j'appelle le panier garni. Ils vont aller déposer leurs propositions. Le client ne dit rien, il note tout. Il prend toutes les notes et il va être riche de toutes ces solutions-là. La phase 5, c'est la phase, alors moi je disais du plan d'action, mais Claude dit du point ou du projet d'action. Le client, riche de tout ce qu'il a reçu en termes de consultation, il va se positionner et dire, voilà, moi ce que j'en retire, les choses saillantes, les choses qui l'intéressent le plus. Et puis plus tard, il ira rédiger un plan d'action que moi, je lui demande d'envoyer aux autres. Donc ça, c'est la phase du plan d'action. Et on termine avec la phase du partage des apprentissages et de la régulation. 4 apprentissages, c'est qu'est-ce que vous avez appris Moi, j'ai un blanc sur les 4 A. C'est qu'est-ce que vous avez aimé, apprécié, appris et qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie professionnelle. Voilà. Et puis, le facilitateur fait la régulation. Qu'est-ce que, en tant que groupe, on pourrait faire encore mieux
Voilà, comment on pourrait nous s'auto-réguler. Et puis, on ferme la séance. Et la séance d'après, la personne qui a été cliente du jour va venir raconter les obstacles, les réussites, et toujours avec le soutien du groupe, ce qui lui permet aussi de développer son plan d'action dans le temps. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Nathalie qui nous dit: nous sommes une équipe de formation et je mets en place ce que nous appelons des plateaux pédagogiques une fois par mois. Ils visent à partager nos savoir-faire ou faire réfléchir sur comment améliorer tel ou tel apprentissage. Ils durent max 1 heure et en visio. Est-ce que c'est du co-développement? Alors, je connais la réponse, mais je préfère vous la poser quand même. Est-ce que ça, c'est du co-développement? Claude, tu peux peut-être répondre, toi? Enfin, je ne sais pas. Ouais, Bien sûr. c'est une question que je déteste. Est-ce que c'est du co-développement ou pas, dans le sens où il y a plusieurs façons de faire du co-développement. Nous, on propose un protocole, une méthode, un cadre, mais on peut bien sûr faire un peu autrement, faire différemment, et ça pourrait être une forme d'apprentissage avec les pairs. Si on réfère à notre méthode, ça serait du co-développement dans la mesure où dans ce dispositif-là, il y a une personne qui présente son sujet à la fois. On ne parle pas de façon générale de la motivation des élèves. C'est un enseignant qui viendra parler d'enjeux, de défis qu'il rencontre avec la motivation de ses élèves dans sa classe, avec sa pédagogie à lui. Donc, il faudrait que ça soit centré sur une personne à la fois. Peut-être en utilisant une méthode comme vient de le décrire Anne, qui vise à créer une forme d'enquête autour de la quête du client, qui est structurée, qui comporte un cadre qui va être enveloppant, qui va permettre à cette réflexivité de se développer. Donc oui, assurément, si c'est dans cet esprit, mais peut-être pas totalement oui, parce qu'il y a peut-être des éléments qui sont différents dans la façon de le déployer ici. Et alors, une question peut-être un peu plus pour Anne. Qui sont les commanditaires? Est-ce que c'est souvent des grandes entreprises qui font appel à vous? Ça dépend. Enfin, il y a beaucoup de configurations. Par exemple, là, je travaille pour une organisation qui regroupe des établissements socio-médicaux, et donc j'ai un groupe des directeurs de ces établissements. Je travaille avec une équipe de DRH sur un grand groupe, c'est-à-dire le DRH a eu envie de proposer du co-développement à son équipe où ils sont 9. Voilà. Je travaille avec aussi mes collègues de Esprit Codev sur des groupes d'entrepreneurs. Par exemple, chacune de nous, on amène 2 qu'elle a dans son environnement et on fait un groupe et on est 2 à faciliter ce groupe. Et puis, il y a des demandes. Alors, c'est soit des demandes de DRH, soit des demandes de directeur général, soit des demandes spontanées de gens qui ont envie de travailler sur un thème. Denis ou Claude le disait, la RSE, la QVT, enfin voilà. Donc, ça vient d'un peu tous les endroits, oui. Très bien, merci. J'ai une question peut-être un peu plus pour vous, Denis. Il y a Laurent dans le chat qui nous demande: pouvez-vous donner les références au niveau des recherches académiques qui montrent un effet réel, alors sur le co-développement, mais peut-être sur la pédagogie, sur d'autres sortes de méthodes d'apprentissage entre pairs, sur leur efficacité? Alors, est-ce que ça existe? Déjà, il y a un effort de recherche, si je parle du co-développement, qui est systématique. Michel Desjardins, qui travaille beaucoup avec Claude, est très actif à faire produire des articles de recherche. Il y a eu plusieurs articles de recherche et on va le trouver, je pense, sur le site de la QCP, si je ne dis pas de bêtises. Je parle sous le contrôle de Claude. Il y a aussi, excuse-moi Denis, il y a aussi une équipe qui s'appelle Codev Action, qui est une équipe qui va avec une personne du Québec à Montréal, qui a publié quelque chose récemment là-dessus, qui est dans mon dernier ouvrage, donc une question dans mon dernier ouvrage. Voilà. Après, vous avez tout un ensemble de recherches qui sont réalisées. Donc, vous avez des recherches qui sont, par exemple, pilotées par Jean Heut, H-E-U-2-T-E, sur le flow collectif. Flow, F-L-O-W. C'est un sentiment, si vous voulez, d'une continuité d'action qui permet à un groupe de se sentir porté et de développer vraiment ce sentiment d'être concentré sur toutes ces dimensions de performance et de réalisation en groupe. Donc, Jean fait des travaux là-dessus. Vous avez des travaux de Raphaël Grasset, qui a travaillé sur des échelles d'apprenance. Je travaille d'ailleurs aussi sur une
une échelle d'apprenance collective. Hein, donc ça, si ça intéresse des personnes, je pourrais vous donner des liens pour participer à la consolidation du test de recherche qu'on est en train de faire. Donc Raphaël Grasset travaille là-dessus. Sur la dimension plus qualitative, j'ai vu circuler, peut-être c'est Sylvie qui l'a mis dans le chat, un article sur toutes les formes de communautés qui décrivent ces différentes communautés. Vous avez les travaux de... Alors, j'ai plus son nom en tête, il me semble que c'est Salovey, qui travaille sur l'intelligence collective et qui montre pour des tâches d'écriture comment le collectif permet de performer. Donc là, sur des tâches précises d'écriture. Voilà, donc il y a plein de travaux qui permettent d'attester de l'intérêt et de l'efficacité pédagogique de ces groupes, quelle qu'en soit la forme. Après, chaque étude va pouvoir révéler quelques dimensions. On ne peut pas tout généraliser pour tout. Hein. Il y a une telle variété. Merci. Alors, effectivement, hein, Claude, dans le chat, nous précise qu'il aime détester la question de savoir si c'est du co-développement ou non. Hein. Pas d'offense. Je vais prendre une dernière question et après, on pourra débriefer avec vous, Denis, le Framapad, qu'on a la prise de notes collaborative qu'on a fait au début. Alors, la dernière question, je suis désolé si je n'ai pas réussi à tous les prendre, mais on va bientôt terminer. C'est est-il souhaitable d'associer un supérieur hiérarchique dans le groupe de co-développement? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, on en avait parlé avec Claude. Moi, j'essaie qu'il n'y ait pas de relation hiérarchique directe dans un groupe de co-développement. Voilà. Claude me disait qu'il y a des fois des co-dires où il y a le directeur ou la directrice générale qui sont présents. C'est vrai que pour qu'il y ait une parole aisée, pour qu'il y ait vraiment un dépôt aussi des émotions ou des difficultés, c'est plus simple de le faire sans qu'il y ait le supérieur hiérarchique direct. Il peut y avoir des groupes où il y a des différences hiérarchiques, mais moi, j'évite les relations hiérarchiques directes. Voilà, dans ma pratique. Claude, je ne sais pas si toi... En fait, il y a une recherche de diversité généralement dans le choix des participants. Donc, on peut le faire, bien sûr, avec des équipes naturelles, mais le faire avec des gens qui sont d'univers différents, d'entreprises différentes, ça apporte un regard assurément très riche sur le sujet apporté par le client. Très bien, merci beaucoup. Alors, Denis, je ne sais pas si vous avez la page ouverte sur le pad. Je peux faire un partage d'écran. Hein. Hop. Je vais partager mon écran. Et je suis dessus. Oui. Par rapport à ce qui a été indiqué de la présentation qu'a pu faire Anne, qu'a fait Claude, j'ai essayé de réorganiser un petit peu toutes les idées qui sont sorties à partir des questions que vous m'avez posées, Thomas. On voit beaucoup d'éléments qui sont ressortis autour de méthodes et de process. Et je dirais que ce qui est important, c'est de se rappeler le sens de la formation professionnelle, qui probablement est une élévation du niveau de conscience individuelle et collectif des personnes. Et s'il y avait probablement un accent à mettre, ça serait sur pourquoi faire groupe, pourquoi apprendre ensemble. C'est probablement la nécessité de faire lien pour faire société, pour faire communauté. Donc, voilà, ça c'est un des effets au-delà même de la résolution de problèmes ou de l'efficacité pédagogique, c'est que selon la méthode pédagogique qu'on emploie, on fabrique telle ou telle société. Hein. Si on met tout le monde tout le temps en concurrence, eh ben, on fabrique des sociétés fractionnées et divisées. Si on apprend les uns des autres, un petit peu plus sur les méthodes québécoises ou scandinaves, hein, s'il y a beaucoup de francophones ou de français qui écoutent, peut-être qu'on a plus de chances de faire société de façon plus importante. Donc ça nécessite de travailler sur la posture, accepter pour un formateur de lâcher prise sur je n'ai pas la réponse aux questions qui me sont posées, mais je peux accompagner la création de leadership et l'appui à la création de leadership au sein de groupes, d'aider le groupe à partir de là où il en est et non pas de là où on aimerait qu'il soit. Donc ça, c'est aussi se mettre au service, apprendre de se mettre au service. Favoriser des logiques de leadership distribuées. Hein, quand Anne et Claude nous décrivent des séquences de co-développement, on voit que ça tourne. Ce n'est pas tout le temps la même personne qui est le héros de l'affaire. Hein. Il y a des rôles qui se mettent en place. Et pour avoir animé un groupe pendant près de 8 ans, au bout d'un moment, les participants deviennent eux-mêmes des facilitateurs. Et donc, il se passe quelque chose, c'est que il y a une communauté de visions et de valeurs qui opère. Donc,
Moi, c'est là où je vois le plus gros avantage, c'est la posture que ça génère, pas simplement l'efficacité pédagogique ou la résolution de problèmes pratiques qui sont déjà très qualitatifs, mais c'est ça que ça permet. Donc, moi, je plaide vigoureusement pour le développement de toute forme d'apprentissage en fait. Merci beaucoup, Denis. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire. Alors, j'espère que vous avez tous passé un agréable moment en notre compagnie. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Vous étiez énormément aujourd'hui, donc ça fait vraiment très plaisir. Merci aussi à nos intervenants pour toutes ces riches explications. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.